Vous vous apprêtez à vivre un voyage passionnant à travers l'histoire de notre ville. De la voix de ses habitants, vous allez découvrir son âme. Laissez-vous inspirer par le courage, la détermination et la créativité de ceux qui ont forgé son destin. Bienvenue dans le podcast Auguste et Livy. Ce podcast est produit et réalisé par l'agence de communication Bonjour. Ce qu'il y a de plus passionnant pour moi, de plus vivant, c'est les livres. L'effort que font les hommes pour s'exprimer, pour expliquer leur vie, le peu de temps qu'ils ont à vivre et en tirer une leçon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Renaud Junillon qui nous invite pour un voyage à travers les allées étroites de la librairie Luciole, à la découverte de ses origines mais aussi des engagements qui ont fait d'elle l'une des plus importantes librairies indépendantes de la région. Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter votre parcours et nous expliquer quel est votre rôle au sein de Luciole ? Oui, alors je m'appelle Renaud Junillon, je suis l'un des deux co-gérants de la librairie Luciole à Vienne. C'est une librairie indépendante, généraliste. Alors on aura peut-être l'occasion d'en reparler un petit peu après. Donc, en termes de parcours professionnel, je suis peut-être pas un très bon exemple à donner aux futurs libraires ou à ceux qui sont lancés dans des cursus plus universitaires ou disons formateurs pour la librairie. Alors, en fait, moi j'ai fait des études de lettres et puis j'ai fait un DEA de sociolinguistique. Et en fait, Au bout d'un moment, j'avais pas un avis très, très clair sur ce que je voulais faire plus tard, et à un moment il a fallu que je trouve du travail, se décider, et de manière très très naïve je me suis dit qu'est-ce que j'aime bien faire, j'aime bien bouquiner, j'aime bien lire, je vais essayer d'être libraire, mais j'avais pas vraiment ni fait de stage ni de c'était une idée un peu comme ça, un peu flottante, et le destin, le hasard, je sais pas, a fait que j'ai croisé la route de la librairie Luciole, j'ai croisé la route de Michel Bazin, et qui est le fondateur et qui dirigeait la librairie à l'époque, en l'an 2000, et qui a accepté de me rencontrer, et c'est comme ça que j'ai commencé, avec un jour de mise à l'essai, un deuxième jour, et puis un CDD, un CDI, enfin voilà. J'ai commencé comme libraire, j'allais dire vendeur en librairie, voilà. Et puis en fait, j'ai découvert tout un univers, j'ai une famille, on peut dire, enfin tout un monde vraiment qui s'est ouvert à moi et qui m'a complètement passionné, et c'est ça qui est génial avec ce métier, c'est que plus on lit et plus on a envie de lire, et plus on découvre, plus on a envie de découvrir, et que c'est sans fin. Alors ça peut être des fois un peu angoissant, mais c'est génial, quoi. Voilà. Et du coup, vous avez repris la librairie en 2011. Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Alors c'est une longue histoire. En fait, donc moi je suis arrivé, comme je disais, en 2000. J'ai commencé à travailler sur la pochothèque à l'époque. On ne mélangeait pas les poches et les grands formats. Et puis j'ai fait différents rayons, puis j'ai évolué un peu, je suis devenu le bras droit de Michel, et puis à un moment là, j'ai repris les rayons romans policiers, science-fiction, bande dessinée que je continue aujourd'hui encore à gérer, et puis la question effectivement de la succession de Michel s'est posée, et c'est là qu'il y a un drôle de lascar qui entre en jeu, qui s'appelle Alain Bélier, nous on s'est rencontrés parce qu'il était client de la librairie à l'époque, il a fait partie du prix Luciole des lecteurs, et au départ on ne parlait pas vraiment de livres ensemble, on parlait plutôt de musique et de punk rock et de choses comme ça, et en fait on est devenus assez proches, on est devenus amis, et lui était dans lui il vient d'un tout autre milieu. Il avait monté sa boîte, il vient plutôt du monde industriel, mais c'était un gros lecteur, quelqu'un aussi de passionné par tout ce qui est création culturelle, qui m'a branché en me disant mais si Michel arrête la librairie, qu'est-ce qui se passe, quoi ? Est-ce que la librairie s'arrête ? Alors on s'est posé, c'est dur d'imaginer, enfin moi je trouve que c'est difficile d'imaginer Vienne sans Luciole, on peut dire ça un peu comme ça. Et donc c'est lui qui m'a dit pourquoi on reprendrait pas tous les deux. Alors lui il avait envie aussi de changer de métier, de trouver peut-être quelque chose qui avait plus de sens pour lui ou qui correspondait plus à ses attentes. Et c'est comme ça qu'on allait voir Michel en se disant écoute, Alain et moi on a peut-être quelque chose à faire ensemble.
Et c'est Ça s'est fait parti comme ça. Alors après, il y a eu toute une phase de rachat, de choses comme ça. Et puis en 2011, on a repris la librairie tous les deux. Donc là aussi, c'était un sacré pari parce que on était très 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 fébrile parce que la librairie, Luciole, c'est Michel Bazin. Alors on pourra peut-être parler de l'historique un petit peu après, mais on s'est dit, si demain Michel n'est plus là, est-ce que les gens viennent continuer à venir à Luciole? Et là, ça a été une très très belle surprise parce que on s'est aperçu qu'en fait, on n'était pas du tout, nous, on se sent pas possesseur de la librairie. C'est vraiment, c'est la librairie des Viennois, quoi. Et les premiers retours qu'on avait, c'est vous allez pas trop changer de notre librairie, des choses comme ça. Donc quand là, même. Et là on s'est dit il y a un attachement affectif, c'est super. Oui. Et c'est c'est la vraie force aussi de la librairie. Et justement, elle a été créée en 1976, donc il y a presque 50 ans aujourd'hui, dans un local de 30 mètres carrés, à l'époque rue des Clercs. Est-ce que vous avez plus d'infos sur l'historique de la librairie? Rue des Clercs, juste à côté. Alors moi j'ai pas connu, moi comme je le disais, je suis arrivé en 2000, donc j'ai pas connu toutes les premières phases d'agrandissement, de changement, etc. Fondé en 76, oui, par Michel Bazin et puis Norbert Parazon qui était enseignant à l'époque. Alors c'est intéressant de voir, de s'arrêter un peu sur la création de la librairie parce que c'est aussi une époque en fait. Ça s'inscrit dans un climat d'idées en fait des années 70 avec cette volonté à la fois de décentraliser et de créer quelque chose sur Lyon et sur Vienne et de ne pas être obligé d'aller sur Lyon. Et donc au départ c'est vraiment quelque chose d'associatif qui s'est monté avec avec déjà très très tôt des directives qui sont encore les forces de Luciole aujourd'hui. Donc c'était bien sûr la littérature et c'est aussi les sciences humaines, les années 70 c'est vraiment une grosse la période des sciences humaines. On vendait plus de livres de sciences humaines que de fiction en fait. Ouais. Et ça c'est quelque chose qu'on a toujours aussi qu'on a toujours gardé. Michel a fait venir aussi a eu à cœur de développer tout de suite la bande dessinée aussi. Ouais. Alors aujourd'hui ça paraît complètement naturel, normal, même banal mais c'était pas le cas à l'époque. Et donc, il a eu aussi l'intuition très vite de se dire que c'était une super idée de faire rencontrer les auteurs. Donc il y a eu des rencontres qui sont faites avec des auteurs, mais aussi quand je fais le lien avec la BD parce qu'il y a des gens comme Margerin, comme Tardy qui sont venus signer quand même à la librairie. Donc il y a quand même du beau monde. Et puis la volonté d'ouvrir aussi les rayons à la jeunesse, à la littérature jeunesse très tôt, donc c'est l'école des loisirs par exemple. Et en fait la librairie s'est montée et a accompagné aussi la vie de plein d'éditeurs qui débutaient à ce moment-là. Donc je parlais de l'école des loisirs, mais par exemple un éditeur comme Actes Sud s'est fondé de mémoire, je crois que c'est 78, mais ça les débuts d'Actes Sud ont accompagné ceux de la librairie, donc il y a des ponts, des rencontres, des chemins comme ça qui se font en parallèle. Et aujourd'hui on est très attentif et très en lien aussi avec Actes Sud. C'est un exemple parmi d'autres, mais je pense aux éditions de l'Olivier, aux éditions Métayer. Il y a des vrais liens qui se sont créés. Ça s'est construit en fait depuis très très longtemps en fait tout ça. Et puis il y avait ce côté aussi bien sûr militant, écolo déjà, féministe, les éditions des femmes étaient représentées à l'époque. Dès le début il y a tout cet aspect là, tout cet ADN un peu qui fait la librairie et dont nous, moi quand je suis arrivé qui m'a complètement séduit, dans lequel je me suis retrouvé, qu'on avait à cœur de continuer aussi. On se sent passeur dans ce cas-là de quelque chose et puis puis moi j'espère bien que ça continuera après nous. Donc c'est tout ces caractéristiques un peu de la librairie Luciole, on a eu à cœur de les conserver et puis de les développer aussi à notre manière et puis dans une autre époque et un autre contexte. Ok, et pourquoi le nom Luciole, c'est d'où ça vient ? Alors Luciole, oui, ça fait référence au fameux texte de Pasolini en fait. C'est-à-dire dans la nuit de l'obscurantisme, qu'est-ce qui brille, il reste ces lucioles qui éclairent un peu cette obscurité. Donc c'est vraiment. Puis c'est le texte de Didier Hermann aussi, la survivance de Luciole. Donc c'est l'idée d'apporter notre petite touche dans cette. L'aspect militant, il était très présent à la création déjà. Ah oui, complètement. Et puis c'est vrai que, militant, je suis toujours un peu librairie engagée, librairie militante. Je suis toujours un peu mitigé parce qu'il me semble que
voilà, les militants ont une forme, le militantisme c'est aussi une forme d'action tous les jours que nous ça reste aussi voilà, aussi un commerce, donc voilà, c'est un peu différent. Par contre, là où je dirais que le côté peut-être le côté engagé est présent, c'est que il me semble qu'aujourd'hui la lecture, le livre papier, la culture, la curiosité sont plus que jamais à défendre et à développer. Voilà. Alors c'est peut-être ça. Voilà. C'est tout le paradoxe de la librairie. C'est un commerce, mais c'est un commerce qui est voilà, pas comme les autres, un commerce essentiel. On a découvert ça il y a quelques années. Et donc, le livre, c'est pas un produit comme les autres. Et il y a une charge affective, il y a une charge bien sûr culturelle. Et voilà, il y a un rapport qui est complètement différent. Mais ce lien un peu, quand je dis militant engagé, c'est parce que nous, on est persuadés que la lecture a des vertus incomparables et qu'il faut les transmettre et puis surtout les préserver là de plus en plus. Alors Luciol, c'est une des plus grosses librairies indépendantes de la région. J'ai lu 250 000 livres vendus par an. C'est énorme. Ah oui, en fait on est quand même 9 en tout, alors il faut que ça tourne. Il faut que ça tourne. Là on est entre 35 et 38 000 références par exemple. Ah oui. Et le principe vraiment de la librairie, c'est d'être à la fois... Alors c'est une librairie généraliste, ça c'est vrai qu'il faut le préciser, donc vous allez trouver à la librairie tout type d'ouvrage pour tout âge, et en même temps, chaque libraire, chaque responsable de rayon en fait est spécialiste vraiment de son rayon. Donc vous venez à la librairie, vous tombez sur Laurent, Maël... Michel, Mélinda, Julie, chacun est capable de vous renseigner sur ses dernières lectures, voilà. Et puis après, ils sont spécialistes de leur rayon à chaque fois. Donc voilà, c'est entre généraliste et spécialisé. Et puis c'est une librairie, c'est vrai que la littérature est vraiment le premier rayon, mais il y a le rayon jeunesse qui est juste derrière, qui est un des grands rayons. Et puis indépendante aussi parce qu'on fait partie d'aucune chaîne, et on n'a pas de conseil d'administration derrière pour reverser les dividendes aux actionnaires. Et puis indépendante dans le sens où vraiment chaque livre qui est à la librairie, à un moment donné, c'est un libraire qui a décidé de le faire venir. Donc on est complètement libre sur le choix, sur les vitrines, sur les éditeurs qu'on a envie de mettre en avant, les collections. Donc voilà, il y a tout. On parle beaucoup de biodiversité, mais on parle aussi beaucoup de bibliodiversité un jour. Et voilà, on essaie de faire vivre cette bibliodiversité. Donc effectivement, vous allez trouver le dernier Noton, le dernier Grimaldi, voilà, des livres grand public. Et puis pour ceux qui ont envie de fouiller un peu plus, il y aura des éditeurs plus confidentiels, mais l'idée c'est que chaque personne qui passe la porte de la librairie puisse trouver le livre qu'il venait peut-être pas forcément chercher, mais la bonne surprise, de venir trouver le livre qui lui convient. Et justement, à l'ère d'Amazon, des tablettes pour lire, comment vous expliquez ce succès ? Est-ce que c'est parce qu'on est dans une petite ville où les gens sont attachés à leur commerce ? Est-ce que c'est la loi du prix du livre aussi qui favorise Oui, un peu tout ça. Il y a plein de choses là dans cette question. Alors il y a le fait qu'il y a quand même un microclimat sur Vienne. Quand on discute avec le CNL, le fait qu'il y ait 3 librairies indépendantes sur Vienne pour une ville de 30 000 habitants, c'est assez, voilà, c'est très très peu banal. Donc le Viennois et la Viennoise lisent, donc ça c'est super. Moi souvent je dis nos principales concurrents c'est Netflix et Amazon. C'est-à-dire que en fait le problème c'est que le livre rentre en concurrence avec un nombre de concurrents, de contenu, mais qui est incroyable. En fait les écrans récréatifs, que ça soit le téléphone portable, la tablette, Netflix, on y passe plus de temps que... Et de plus en plus, alors on a des très bons lecteurs qui disent « Ah, ça fait un moment que je suis pas venu, là je suis tombé dans une série, j'ai fait le week-end. » Donc il faut à la fois, je pense, continuer à arriver à proposer et à essayer de montrer la richesse d'un rayon et puis surtout c'est un lien affectif le livre, donc il faut montrer que si on a aimé un livre il faut qu'on arrive à le transmettre, c'est le coup de cœur, donc ça c'est important. Et puis Amazon, ça c'est le volet, c'est le côté financier, c'est-à-dire que, mais bon là c'est pas que la librairie, là c'est tous les commerces physiques qui se retrouvent face à la vente en ligne, et ça à part
arriver à sensibiliser le grand public oui, c'est pratique d'appuyer sur un bouton et d'être livré le lendemain, mais qu'est-ce que ce clic implique en fait en termes d'économie. Alors je vais pas. De conditions de travail, d'écologie. Ouais, on va pas tout le monde le sait maintenant. C'est quand même ça a été quand même extrêmement documenté, médiatisé. L'impact écologique d'Amazon. Enfin, on va pas. Là, on peut faire une émission entière dessus, quoi. Donc après, c'est voilà, ça peut être des choses. On parlait de militantisme tout à l'heure. C'est commander un livre ou commander quelque chose local, venir, ça devient quasiment un acte, militant entre guillemets, mais un acte. De choix de société. Et puis en plus, on peut commander chez vous maintenant, depuis le Covid. Eh ben oui, parce que en fait, pour être complètement honnête, c'est vrai que le site marchand, on traînait un peu des pieds pour le mettre en place parce qu'on n'avait pas le temps, ça coûtait cher, et puis on s'est dit, mais justement, nous, c'est pas la vocation première. Ce qui nous importe, c'est d'avoir le lien direct avec les gens. Puis avec le Covid, là, c'était il avait plus trop le choix. Donc depuis, on a effectivement, on a un site. Un site comme tout le monde a, on a accès à tout notre stock en temps réel, on peut commander, on peut mettre pour réserver, on peut venir le chercher, faire du pick-up comme on dit, tout est. Et voilà, puis de la même manière, la communication passe de plus en plus par les réseaux sociaux, donc on s'est aussi adapté, et puis tout est bon pour faire connaître le livre, c'est vraiment le livre, les auteurs, tout ce travail-là. Voilà, la loi sur le prix unique, c'est très bien de le rappeler aussi, puisque la grande majorité des Français ne savent pas forcément que le prix du livre est le même partout, c'est-à-dire que c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre. Si ce livre-là est à 10 €, on ne peut pas le vendre moins cher ou le vendre plus cher, donc vous allez payer votre livre le même prix où vous alliez, donc à ce moment-là, effectivement... acheter local, faites vivre le centre-ville de la ville. Je voulais rebondir sur le côté écran. Parce qu'une question qu'on nous pose souvent aussi, c'est le livre numérique en fait. Est-ce que c'est la tablette, donc en fait, c'est pas le livre numérique. Finalement, c'est pas du tout un. Enfin, nous on le considère pas vraiment comme un ennemi ou un danger ou quoi que ce soit. Après. Ce que les études montrent, c'est que ce sont déjà des lecteurs qui souvent lisent sur tablette, parce que c'est des gros lecteurs, ils ont des problèmes soit de stockage, soit de des choses comme ça. Donc ça touche déjà des lecteurs, et c'est quelque chose qui ne s'est pas développé de manière énorme non plus. Énorme, voilà, donc ça c'est pas le principal concurrent. Non, je dirais Netflix et Amazon. Et la question un peu philo, quel est le rôle d'un libraire selon vous, la vocation Vous avez 2 heures. Oui, ça c'est une bonne question. Alors de manière... moi ce que je dis souvent, le libraire c'est celui qui conseille le jour le livre qu'il a lu la nuit. Voilà, c'est un peu ça. Comme on est tous des gros lecteurs et qu'on n'a malheureusement pas le temps de lire sur le temps d'ouverture de la boutique, et bien on lit essentiellement la nuit et chez nous. Il y a à la fois bien sûr ce côté, c'est un peu bateau, mais on entend tout le temps, le côté passeur, le côté. Alors effectivement il y a quelques, il y a un côté, il y a un côté un peu comme ça, c'est-à-dire en fait on n'arrête pas d'être libraire quand le soir à 7h on ferme la boutique en fait. Et toute l'équipe, on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on va rentrer, on a tous un livre dans notre sac, on va rentrer, on va mettre la radio en faisant à manger, on va tendre l'oreille parce que tiens c'est tel auteur, est-ce que j'ai lu son bouquin, est-ce que je l'ai, on fait tout notre rapport au monde et à travers cette grille à travers la grille du livre. Et après ce côté combat pour la lecture, moi ça me paraît de plus en plus important en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on est tous persuadés que la lecture de livres papier, ça amène quelque chose qui est difficilement remplaçable par autre chose. Umberto Eco, il avait cette réflexion en disant le livre en fait c'est comme, alors je sais plus précisément, mais c'est comme le marteau, la cuillère, la fourchette. Une fois que ça a été inventé, on peut pas, c'est indépassable en fait. On peut pas faire mieux quoi. C'est l'objet total. Le livre c'est un peu comme ça. Alors oui, le livre ça vous permet d'apprendre des choses, ça vous permet de vous évader, ça permet de à la fois s'ouvrir au monde et en même temps d'arriver à se concentrer et à se retrouver un peu au fond de soi en même temps. Et puis ça permet l'empathie, ça développe l'empathie, ça va développer votre imaginaire, ça va
développer voilà, tout ce qui est en lien avec l'orthographe, la grammaire, enfin tout ça, ça va aider à structurer votre esprit, ça va vous apprendre, ça va vous donner du vocabulaire, si vous avez du vocabulaire, vous allez pouvoir penser les choses différemment, enfin le développer, voilà, donc pour moi c'est des choses qui me paraissent évidentes, importantes, et que voilà, et je me demande si on n'est pas en train de perdre un petit peu ça quand même. Voilà. Ouais. Voilà, donc c'est ce rapport à la lecture, c'est pour moi quelque chose de tellement évident, intime, j'ai envie que tout le monde partage ça. Ouais. c'est tellement génial de s'asseoir là, de prendre un café au bar et sortir son bouquin. Ouais. Mais après c'est pareil, hein, comment dire, on ne naît pas lecteur, on le devient. Hein, c'est-à-dire que plus vous lisez, c'est un exercice en fait, il faut aussi, mais c'est comme oui, apprendre le c'est piano. débile, hein, c'est comme apprendre le piano. Ouais. Vous me posez devant un piano, vous n'êtes pas Mozart tout de suite. Non, Quoi. c'est sûr. Il faut un peu s'accrocher, il faut un peu travailler. Et puis vous allez jouer un petit morceau, ça va être super. Puis, ça donne envie ensuite. Et puis vous allez prendre du plaisir. Je crois que la notion de plaisir, ça aussi, c'est un truc hyper important. Quoi. Ouais. Alors nous, on est beaucoup confrontés à beaucoup de parents qui viennent en disant bon, mon enfant il n'aime pas lire, il lit pas, conseillez-lui un livre pour qu'il lise, qu'il va aimer. Alors là, ça va être compliqué. Donc on essaie de trouver des thématiques déjà qui pourraient déjà un peu accrocher, intéresser le lecteur. Mais si j'ai envie de dire, il faut déjà qu'il ait des exemples chez lui, ce petit garçon ou cette petite fille, quoi. Si déjà dans la famille on lit ou on peut lire à deux, on peut, voilà, il faut qu'il se passe quelque chose. Qu'il y ait une approche déjà, qu'il y ait un lien déjà un peu comme ça avec lui. Et puis plus on lit et plus on a envie de lire. À mon avis, c'est vraiment. Et justement, dernièrement, il y a eu le pass culture qui a été mis en place. Donc gros débat parce que les adultes étaient un peu mécontents de voir que les jeunes se ruaient sur les mangas avec leur pass culture. Ah oui. Est-ce que vous avez vu, vous, une évolution des publics et des types de lecture à la librairie? Oui, à tel point que le pass culture, on l'a appelé le pass manga en fait. C'est vrai. En interne. Bien nommé. non, mais effectivement, ça a été tout de suite. C'est vrai, c'est aussi générationnel, c'est aussi voilà. Et puis, je veux dire, il y a quand même eu des jeunes qui ont passé la porte d'une boutique dans laquelle ils seraient peut-être pas forcément rentrés, qui seraient peut-être pas qui seraient peut-être jamais mis les pieds. Donc déjà, voilà, c'est déjà une première étape. Oui, ça ouvre la de porte. montrer aussi qu'on n'est pas un lieu forcément. Je sais pas moi, élitiste, réservé. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est démocratiser ça. Moi, c'est accessible à tous. Je trouve ça très bien. Il y a la place pour tout le monde dans la librairie. On peut lire ce qu'on veut. Il y a la notion de plaisir que je disais tout à l'heure, ça c'est hyper important. Donc si on prend du plaisir à lire des mangas, ma foi, très bien. Et après, non, c'est assez éclectique. Hein. Ouais, c'est assez éclectique. Il y a beaucoup quand même de romans, beaucoup de romans, de romanceux, qui est un genre là une sorte de peut-être de mode, je sais pas, on verra, qui se développe. Et puis un peu tous les styles. C'est assez ça va du, je sais pas, du livre de cuisine à des choses après aussi des classiques. Hein, des classiques aussi en disant voilà, finalement j'ai l'occasion dans mes études on m'a parlé de Camus, j'ai jamais lu Camus, j'essaye, voilà. Alors c'est pas l'immense majorité, mais ça permet ça aussi. Et puis encore une fois, c'est un support papier et c'est une boutique locale, voilà, donc il y a des jeunes qui ont pu faire ça. Luciole, c'est aussi beaucoup d'événements. Donc, au fil des ans, vous avez créé de nombreuses initiatives. Donc, il y a le prix Luciole, c'est l'un des premiers prix de libraire en France. Le prix Junior, le prix BD qui a fêté ses 20 ans cette année. Donc tout cela assorti d'une politique d'animation et de rencontres très soutenue tout au long de l'année. Est-ce qu'il y a un événement ou une initiative qui vous tient particulièrement à cœur, un petit chouchou Ah, le petit chouchou, non, c'est tous. C'est du boulot, j'imagine. Ah oui, c'est du boulot, mais on adore faire ça. Effectivement, là aussi, on a mis un peu nos pas dans ceux de Michel qui avait très tôt initié les rencontres avec auteurs, avec éditeurs. Donc nous, on a un peu développé, on en fait, c'est vrai qu'on en fait beaucoup. Mais on a aussi créé plein de liens avec d'autres acteurs culturels de la ville et ça, c'est super aussi. Ça,
ça ouvre vraiment sur d'autres domaines qui sont... Enfin, nous, ça nous plaît vraiment bien. Donc là, on a, avec le théâtre François Ponsard, on a mis en place des séries de rencontres qui s'appellent Acte 1, scène 0. Donc quand il y a des pièces qui sont en lien avec des ouvrages, on essaie de faire venir soit l'auteur, soit ou de faire un... On a des amis qui peuvent intervenir aussi sur l'histoire de l'œuvre, enfin des choses comme ça, voilà, faire une sorte de... Et du coup ça fait une super soirée, c'est-à-dire que vous venez au théâtre à partir de 6h30 et vous avez toute une sorte d'explication ou de rencontre avec l'auteur autour de la pièce, et puis après on vous paye un canon, on boit un verre, on grignote, et après on assiste à la pièce. Donc voilà, ce genre de choses, moi je trouve ça super, voilà, c'est créer des liens, tisser des ponts entre différents médias, et puis on fait ça avec le Ciné-Clap aussi, le Ciné-Club de Vienne, on fait ça avec le musée, enfin bon, on essaie de développer, ça on aime bien. Chaque fois qu'il y a une manifestation et que le livre peut être associé, on trouve que c'est intéressant de le faire. Et puis après, donc il y a toutes les rencontres qu'on fait à la librairie, là c'est plutôt des rencontres avec des auteurs. Et puis on a voilà, dans ce même contexte, il y a le Club Philo aussi qui vient d'être... qui fait suite un petit peu aux apprentis philosophes qui s'est... l'association c'est terminé. Il y avait une volonté aussi de recréer quelque chose autour de la philo, donc là c'est le club Léo Lagrange qui l'organise. Et puis aussi on fait beaucoup de salons, beaucoup de festivals, donc on est présent à la fête du livre de Bron, on est présent à Sandanque par exemple, mais également à Quai du Polar, au salon de bande dessinée à Condrieu aussi, vendange graphique, voilà. Donc ça on adore ça, parce que on est là avec nos coups de cœur, les livres des auteurs invités. Et donc là aussi, à chaque fois, c'est des découvertes, parce que c'est des auteurs qu'on n'a pas forcément lus. Les auteurs sont là, donc on va lire les bouquins. Voilà, donc, c'est des lieux de rencontre. C'est des lieux de rencontre, d'échange. Ça nous nourrit aussi, en fait, intellectuellement. Donc ça, c'est super. Et est-ce que vous avez des projets pour l'avenir, peut-être d'autres événements, peut-être déjà bien remplis, mais... Ce qu'on aimerait arriver à faire, mais c'est compliqué, on aimerait bien monter un festival autour des littératures de l'imaginaire, par exemple. Ok. Ça, c'est un projet qu'on aura à cœur avec Laurent. Ça pose plein... Bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Et puis après, dans les projets à moyen terme, ça arrive à grands pas, 2026, ça sera les 50 ans de la librairie, donc il va falloir qu'on se penche quand même sur la question pour faire une grosse fête. Et puis c'est le réaménagement aussi de toute la librairie, parce qu'en fait qu'on a repris avec Alain en 2011, on avait tellement peur que les gens soient... voilà, que la succession se passe mal, que si, que là, donc on a vraiment fait attention au magasin, à conserver, etc. Et puis là, c'est une librairie aussi qui... le lieu vieillit un peu, il y a des trucs qui sont pas fonctionnels, il y a des choses... Alors moi j'aime beaucoup ce côté caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire on peut rentrer, on a l'impression de peut-être même d'étouffer tellement il y en a partout, mais moi j'adore ce côté où on peut fureter, le côté caverne d'Ali Baba. Mais voilà, peut-être on va réfléchir à réaménager, faire autrement, en faire peut-être mettre plus en avant, par exemple en fait on voit pas bien, mais il y a des très beaux piliers dans la librairie, peut-être les mettre plus en avant, enfin voilà, il y a une réflexion là-dessus, sur une sorte de réaménagement, mais bon, de toute façon on va pas le transformer, le lieu. Vous pouvez plus agrandir là, de toute façon, c'est difficile, dans le temps peut-être il y a peu de place qui peut se libérer, peut-être. Voilà, donc ça c'est un des projets voilà, qui est sur des rails, mais ça demande beaucoup de temps, et puis puis le contexte économique est pas non plus pas très joyeux, donc il faut prendre ça aussi en compte, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. S'il vous a plu, et pour ne rien rater de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Vous pouvez également nous soutenir et nous aider à financer une deuxième saison du podcast en faisant un don du montant de votre choix sur notre page Tipeee. Toutes les infos sont dispo sur notre site internet augustelivy.toutattaché.fr. En attendant, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.